Je suis géographe de formation, mais j'ai une double formation de géographie et de sciences politiques. Et je me suis spécialisée en aménagement et je travaille plus précisément sur l'eau. Donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux 3, donc qui appartient à la grande université de Bordeaux. Et cette spécialité en aménagement me conduit donc à faire des cours en licence, en master. Et donc il y a une première partie de mon intervention qui sera marquée par ma dimension d'enseignante, puis une deuxième partie parce que je suis chercheur sur des questions plutôt d'eau potable, de service public de l'eau, les usages de l'eau. Donc je vais développer un tout petit peu, présenter mes questions de recherche. Et enfin, à partir de cette double expérience d'encadrement d'étudiants, d'enseignement et puis de programmes de recherche, de travail en équipe, de travail avec des partenaires qui ont en charge les questions d'eau dans la ville, je dégagerai, c'est ça le principal, quelques enjeux qui me paraissent importants pour essayer de répondre à un certain nombre de points qui ont été soulevés par les uns ou par les autres hier ou ce matin même, et pour essayer de dégager quels sont les défis à relever en matière d'aménagement et donc quels sont les enjeux les plus importants. Donc voilà mon plan, en fait, je viens de vous le dire. Donc définition, cadrage, je dirais, 2 programmes de recherche dont j'ai la responsabilité, et puis les enjeux et défis à relever. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'aménagement, je vous rappellerai qu'en aménagement, il y a une volonté d'agir, et donc il y a une volonté de transformer, il y a une volonté de se projeter dans un futur pour mettre en place une opération de taille plus ou moins importante. Quand j'entends aménagement, dans cet exposé, ce sera plutôt de l'aménagement urbain, plutôt, puisque la conférence est eaux, villes, territoire, donc plutôt la question urbaine qui finalement peut-être a été moins traitée, en tout cas dans la journée d'hier. Alors, la question du projet, je vais vous montrer à travers quelques photos et notamment 2 exemples emblématiques à Bordeaux. Quand je demande aux étudiants de choisir un sujet d'exposé, ça vient tout de suite. C'est le miroir d'eau, bien sûr, et puis un écoquartier, l'écoquartier Ginko. Donc je vais vous montrer quelques photos, et puis à travers ces photos, je vais vous montrer comment un projet est conçu, mis en œuvre, et puis après comment il est pratiqué. Donc voici l'écoquartier Ginko. Donc ce sont 4 documents qui sont extraits du site des promoteurs de Ginko directement. Donc, qui mettent en avant, dans un quartier nouveau, qui est un quartier en train de se construire sur le lac de Bordeaux, donc dans la partie nord de la commune de Bordeaux, une présence de l'eau très forte, avec, c'est un argument de vente majeur hein, dans leurs dépliants et dans les photos qu'ils présentent, avec une qualité de vie, un agrément lié à l'eau. Et donc là, l'eau est vraiment présentée comme étant une plus-value du projet. Donc, comme tout écoquartier, il y a toutes les différentes dimensions. Oula, excusez-moi, je ne les développe pas. Mais juste, je voulais insister sur cette image de l'eau qu'on intègre, donc on a créé ici artificiellement hein, des sortes de canaux qui vont, entre les bâtiments, permettre d'avoir des promenades au bord de l'eau. Et voilà une photo d'il y a quelques mois, une photo du mois de mars, qui montre les travaux. Donc, sur la partie en haut à droite de cette photo, on voit le lac de Bordeaux. Et puis, on voit que l'eau n'est pas encore très présente dans cet ensemble qui apparaît très bétonné. Et puis, maintenant, donc je n'ai pas mis de photos parce que les travaux sont encore en cours et on a déjà une première phase de mise en place, et les familles commencent à venir habiter dans la première tranche qui a été terminée, et puis les tranches suivantes se poursuivent. Donc voilà un projet emblématique à Bordeaux, le quartier de Ginko, qui est un quartier qui est une des images nouvelles de la ville, et puis une autre image que je pense vous avez déjà vue, mais sinon ça mérite d'être vu. Donc là, ce sont des photos, j'en ai 3, ici la suivante, qui sont extraites du site de la ville de Bordeaux. Donc le photographe met en avant sur cette photo comment le miroir d'eau est un élément, donc sur les quais de Bordeaux, un élément majestueux d'une esthétique superbe, où on a donc un reflet qui est là parfait, le jour, la nuit, avec on observe sur la photo de nuit le tram qui passe, hein, qui est devant le palais de la Bourse. Et puis
Et puis, ce miroir d'eau change puisqu'il y a une lame d'eau, mais on peut aussi avoir différentes formes là, de brumisation. Et toujours sur le site de la ville de Bordeaux, donc on voit une personne là, qui est en train de passer donc, dans cette petite brume qui anime ce miroir. Donc là, qui n'est plus miroir, mais qui garde son nom de miroir. Et puis, je vous montre une dernière photo du miroir, qui est en fait sortie du site du paysagiste qui a conçu les quais de Bordeaux. Donc c'est tout un ensemble. Et parmi cet ensemble, qui a différents éléments qui le constituent, il y a ce miroir d'eau. Et là, on voit, et donc j'étais très étonnée, parce que j'avais déjà consulté son site il y a assez longtemps, plusieurs années, et là je reviens et je regarde, maintenant il n'y a plus que cette photo-là. Donc quand lui-même fait la promotion de cet ouvrage qui est très, très intéressant, finalement on oublie complètement la première fonction qui était le miroir, donc une vision vraiment esthétique de la place de la Bourse qui devait se refléter. Donc là le photographe se détourne un petit peu, donc le palais de la place de la Bourse est sur le côté gauche de cette photo, puis se tourne davantage vers le fleuve, donc on voit en face la rive droite qui est une rive naturelle. Et puis on a surtout toutes ces personnes qui sont là. On voit le miroir non plus cette fois avec les bâtiments et la façade de la ville, mais le reflet des nuages. Et puis tous ces gens qui viennent s'amuser. Donc on voit les gens sont pieds nus, les gens, quand il fait un tout petit peu plus chaud, sont en maillot de bain pour les plus jeunes ou en culotte et se prennent beaucoup de plaisir à circuler. Donc on voit il y a des petits trous et donc on a de l'eau, des brumes, etc. qui font que ce miroir s'anime. Et c'est devenu un des lieux principaux des rendez-vous bordelais et les touristes passent inévitablement à un moment donné par ce point-là. C'est devenu un des lieux de sociabilité très intéressant où on a observé que les deux rives se rencontrent, la rive droite et la rive gauche. Donc on a là des éléments très nouveaux qui n'étaient pas prévus du tout dans le projet. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Michel Courajou, maintenant, met en avant cette dimension-là que lui-même n'avait pas escomptée. Et dans les faits, et c'est ce dernier point sur lequel je voudrais insister pour, à partir de cette première série de photos, retenir quelques idées qui vont me permettre de construire la suite de mon propos, insister sur l'importance de l'usager, insister sur l'importance de la pratique, une fois que l'opération a été conduite jusqu'au bout. Au-delà de l'intention, les habitants de la ville vont en faire quelque chose de peut-être différent de ce qui était prévu au départ. Donc, je vous ai mis attention à ne pas regarder la ville ou l'eau par le petit bout de la lorgnette. C'est une expression très française, je ne sais pas si ici on l'emploie aussi, pour dire qu'il faut faire attention à ne pas regarder un tout petit morceau et puis en tirer trop de, je dirais, de généralité, et qu'il faut aussi, même si je reconnais que dans un court format comme ici, 20 minutes, on est obligé d'être relativement rapide, mais la ville ne saurait être réduite à un seul aménagement, aussi emblématique soit-il. De même pour l'eau. On ne peut absolument pas évoquer l'ensemble du cycle de l'eau en ayant juste fait un focus sur un élément. Et très souvent, en aménagement, c'est le problème. Et donc, je dois insister sur cet élément-là, parce qu'on manque de culture de l'eau en aménagement, d'une manière générale. Du coup, souvent, on ne regarde qu'un élément, on oublie d'autres côtés de l'eau, et l'eau est un élément complexe qu'il faut absolument prendre. Alors là, j'insiste dans la deuxième partie là, sur les usagers, sur les valeurs de l'eau, mais il y a bien des éléments qu'il faudrait prendre en compte, sur lesquels je reviendrai donc dans ma partie sur les enjeux. Donc je vous l'ai dit, c'était une première petite étape pour vous présenter donc ce qu'est l'aménagement, et attention aux limites et aux difficultés pour concilier, ça a été dit par d'autres, j'insiste aussi sur ce point-là, l'eau et l'aménagement, qui sont deux mondes traditionnellement assez fermés l'un à l'autre. Et puis, en tant que chercheur, je vais vous présenter la manière avec laquelle ou par laquelle je travaille sur les questions d'eau dans la ville durable. Donc, vous avez ici, je pense que vous le reconnaissez, les trois cercles très classiques du développement durable, avec la durabilité qui est un construit et qui doit prendre en compte ces trois dimensions économiques, sociales et environnementales. Alors, dans mes recherches, j'ai donc la responsabilité d'un des pôles de l'ANR OE3E pour l'ANR Ville Durable. Donc l'ANR, c'est un financement national en France pour la recherche dont les thématiques étaient orientées sur la ville durable. Et avec Bernard Barraquet, qui est le responsable de ce projet OE3E, nous avons déposé un projet donc, sur la durabilité des services d'eau dans les grandes villes françaises. Et j'ai la charge de faire une sorte de synthèse sur la situation à Bordeaux. Donc, avec toutes ces dimensions du développement durable.
dans le même temps, dans le cadre d'un projet régional, donc avec l'appui de la région Aquitaine, j'ai déposé un projet qui s'appelle EQ, l'eau dans les choix urbains, et qui est un approfondissement des thématiques sur le développement durable et sur les services d'eau dans les grandes villes, donc toujours sur Bordeaux. Cette fois, c'est vraiment sur la question de la consommation d'eau. Vous l'avez compris, on a une double problématique en Gironde, la problématique très forte de la ressource profonde qui est précieuse, mais qu'il faut économiser, sur laquelle il faut faire attention, notamment en raison de sa grande valeur. Et puis la question de l'usage, donc comment faire en sorte que les usagers consomment moins. Comment mettre en place des comportements hydroéconomes, en sachant, ça a été aussi dit hier, qu'il est très difficile de faire évoluer les comportements, mais qu'il est peut-être aussi difficile de savoir quels sont les comportements et d'aborder et de mesurer les usages réels de l'eau. Donc pour cette recherche, je travaille en partenariat avec les acteurs en charge du service public de l'eau. Donc à Bordeaux, c'est la communauté urbaine de Bordeaux qui a délégué son service à l'entreprise Lyonnaise des Eaux dans le cadre d'un contrat de concession pour une période de 30 ans. Il y a également un partenaire qui s'appelle Aquitanis, qui est le bailleur social principal de la communauté urbaine de Bordeaux, donc qui s'occupe de logement social. Le Pacte, qui est un organisme qui s'occupe de la question sociale, mais par les propriétaires privés, les logements sociaux pris en charge par les propriétaires privés, et le SMEGREG, donc vous aurez tout à l'heure le plaisir d'entendre Bruno de Grissac, qui en est le directeur, qui est aussi un des partenaires de ce double dispositif de recherche, ANR et projet régional. Dans ce projet, donc, puisque la commande nous était faite de travailler sur une étude d'ensemble du système bordelais, nous avons abordé ces dimensions du développement durable deux par deux. Et donc, pour la question, je dirais, économique et sociale, alors il y a marqué éthique, puisque Bernard Barraquet a développé tout un texte sur les 3 E, eau et 3 E, les 3 E étant donc non pas social, mais éthique, économique, environnement. Donc, la question de la ville solidaire. Alors là, je vais aller très vite, et si jamais vous voulez des précisions, on pourra en reparler plus tard dans la journée. Donc, on a essayé de travailler, on travaille sur la question de la ville solidaire et la question de l'équité, de la pauvreté hydrique. Donc, avec différents partenaires, on a développé différents volets sous différentes formes qui sont plus ou moins aboutis. Certaines recherches sont en cours, d'autres sont en train d'être finalisées. La question principale qui est posée là, donc que ce soit par le biais du tarif, je rappelle qu'en France, le tarif est décidé par les élus, donc ce sont bien les élus de la communauté urbaine qui ont en charge cette question du tarif. Un grand débat en France pour savoir si oui ou non on peut mettre une dimension sociale dans le tarif de l'eau, ou s'il faut le faire par le biais d'une aide sociale en dehors. Donc c'est le cadre également en Gironde du Fonds de solidarité et logement. La question des impayés est une question forte pour l'entreprise. Donc, on a également un travail en cours avec un doctorant sur cette question de faire apparaître une précarité hydrique dans le cadre des 22 communes en contrat CUB pour le service de l'eau. Et enfin, avec le partenaire Aquitanis, nous travaillons sur un observatoire des charges, et dans les charges, l'eau, les consommations, donc dans le logement social. Et nous avons fait croisé des données quantitatives entre les données lyonnaises des eaux et les données du bailleur social Aquitanis, mais également une dimension qualitative en allant faire des entretiens avec les familles qui habitent dans ces logements de HLM, disions-nous, logement social en tout cas. Mais le développement durable, bien évidemment, ça n'est pas seulement ces questions économiques et sociales. Souvent, d'ailleurs, le volet économique et social est assez oublié. Il y a bien sûr la question de l'utilisation de cette ressource, des usages, donc. Et donc, cette question spécifique, je n'insiste pas sur ça, des économies d'eau nécessaires. Et donc, nous avons travaillé, là, principalement avec le SMEGREG, sur un certain nombre d'études qui ont été faites par rapport à la consommation d'eau, par rapport à des années humides et des années chaudes. Donc là, c'était à partir de la canicule de 2003, pour essayer d'envisager en matière de prospective, et là, le volet prospective commence juste, quelles pourraient être les augmentations de consommation d'eau en fonction des augmentations de la température. Enfin, donc on a toute une série de réflexions également sur le volet économique et environnemental, sur la gestion patrimoniale. Donc le mot n'a pas été employé, je crois, pendant la journée d'hier, mais l'idée a été très présente. Qu'appelle-t-on gestion patrimoniale? Ce sont ces fameux réseaux
qui sont enterrés depuis plusieurs décennies, et ça va jusqu'au siècle et au-delà, pour certaines des infrastructures, et qui vieillissent et qu'il faut entretenir, parce que si on ne les entretient pas, ils perdent de l'eau, et cette eau qui est perdue, bien évidemment, est un dégât environnemental qui pourrait être évité. On a beaucoup parlé des économies possibles, et là on est sur un des volets, bien sûr, les économies d'eau par l'entretien et la gestion du patrimoine. Un dernier volet qui a été également conduit dans le cadre de la révision du SAGE, l'évaluation économique du SAGE, donc avec toujours le SMEGREG. L'idée étant, au final, d'arriver à faire une proposition peut-être, ou en tout cas une synthèse sur la 4e dimension du développement durable, qui n'est pas présentée en tant que telle dans les dispositifs traditionnels. On parle des 3 dimensions, les 3 piliers, etc., mais qui est indispensable, le mot a été beaucoup employé, sur une gouvernance pour la question de l'eau dans la ville durable, là, par le biais donc, du service d'eau. Donc cette recherche est en cours, elle se terminera l'année prochaine, donc on est dans les phases de mise en forme et de constitution de notre synthèse. Alors voilà la manière dont je travaille en recherche, et maintenant donc j'aimerais en dernier point, pour aller un tout petit peu plus loin et essayer de proposer des pistes de réflexion. Quelles sont, à mon avis, alors j'ai réfléchi et j'essaie de trier un petit peu les questions en 2 grandes familles d'enjeux et de défis à relever, en sachant que le contexte est le même, je pense, ici et chez nous, en France ou en Europe. Le contexte réglementaire est très cadré et de plus en plus, donc de ce côté-là, les normes sont présentes à différents niveaux. On a beaucoup parlé du niveau européen, mais le niveau national, etc., jusqu'au niveau le plus local et on est bien armé de ce côté-là. D'ailleurs, peut-être trop, certains pourront dire, mais en tout cas, on est bien armé. Et d'un autre côté, les contraintes budgétaires se renforcent. Les moyens manquent et on demande, en quelque sorte, de faire plus avec moins d'argent. Donc, dans ce contexte-là qui est posé, quels sont les enjeux et les défis à relever? Donc, 2 grandes familles. Je vais d'abord présenter une série de questions qui relèvent vraiment sur la manière d'appréhender l'eau en aménagement, donc sur en quelque part les contenus même. Et puis une deuxième série d'enjeux concerne plus directement les acteurs de l'aménagement et donc les liens qui peuvent les unir. Alors, d'une manière générale, en premier enjeu, je dirais qu'il faut élargir le regard. En tant que géographe, je dirais qu'il faut changer d'échelle. Et on a entendu tout à l'heure un brillant exposé sur l'importance du changement d'échelle. Ça nous est familier, le changement d'échelle spatiale, mais on verra aussi qu'il faut peut-être changer d'échelle temporelle. Donc appréhender l'eau dans toute sa richesse et sa globalité, c'est un des points forts, je dirais, là je me tourne vers les aménageurs, qu'il faudrait vraiment essayer d'acquérir, pour ne pas justement regarder l'eau par le petit bout de la lorgnette et pour essayer de comprendre que l'opération qui est proposée dans telle partie de la ville s'inscrit dans un ensemble urbain plus vaste. Ça, ils sont à l'aise avec ça, puisque entre les différents documents d'urbanisme, alors nous on parle de PLU, de SCOT, plan local d'urbanisme, ou de schéma de cohérence territoriale, mais on a des documents de planification, et donc ils ont cette habitude de changer d'échelle. Mais là où ils n'ont pas forcément l'habitude, c'est de se dire qu'il y a aussi des documents qui concernent les bassins versants. On est aussi sur des documents où on peut parler de milieux naturels, de territoires où l'eau est présente, et de grands cycles de l'eau par rapport à un petit cycle. Et puis toujours cette question qui a été aussi posée hier, quelles eaux pour quels usages? Parce que ceux qui ont en charge les questions d'aménagement doivent traiter, on a parlé d'intégration des eaux pluviales, donc doivent prévoir des bassins de stockage paysagers. Alors oui, mais combien de temps on va garder cette eau? Pour en faire quoi? Quelle est sa qualité, etc., etc. Quels autres usages pourrait-on avoir entre l'agrément, l'arrosage, etc., etc. Donc, quelles eaux pour quels usages? C'est une question que chacun devrait se poser, et notamment les aménageurs. Mais le grand public aussi doit avoir une meilleure connaissance des ouvrages, par exemple, je reviens sur l'exemple de la gestion des eaux pluviales, pour mieux savoir que quand il est sur ce petit lac, ça n'est pas un lac naturel, c'est en fait une rivière qui a été aménagée. Et donc on a des installations d'assainissement
qui ne sont pas du tout perçues comme des installations d'assainissement par le grand public. C'est la raison pour laquelle la communauté urbaine de Bordeaux et la Lyonnaise des Eaux, son concessionnaire, organisent des journées portes ouvertes des installations. Et il y a eu aussi une maison de l'eau qui a été faite pour la question plutôt là de l'eau potable. Et là, vous avez donc 2 photos qui sont prises sur le site de Occupe, donc le site de la communauté urbaine de Bordeaux, qui a organisé donc des visites portes ouvertes à l'occasion des dernières journées du patrimoine. Et vous avez, donc j'ai mis entre guillemets, parce que ce sont leurs formules, quand le stockage des eaux de pluie rime avec amélioration du cadre de vie. Alors là, ça n'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose, on est à Pessac, sur la commune de Pessac, le bassin de Fontaudin. On reconnaît derrière, pour ceux qui... On est non loin du campus, hein, ceux qui ont l'œil, les tours de Sège, format noir. Donc on est ici sur un espace totalement aménagé qui sert à retenir notamment les pluies d'orage. Donc le niveau d'eau monte, mais tout autour, il y a des promenades, il y a une association de pêche, etc., etc. Donc les personnes du quartier qui viennent là n'ont parfois pas connaissance du tout que c'est un ouvrage de lutte contre les inondations, qui est par ailleurs une des grandes politiques de la communauté urbaine de Bordeaux depuis fort longtemps, sa principale politique en investissement. Et une deuxième visite qui était proposée, alors il y en avait, je ne sais pas, 6 ou 8, hein, là c'est eau et biodiversité au cœur de la ville, et donc il s'agissait ici d'aller visiter un des sites de prélèvement important pour la communauté urbaine de Bordeaux. Donc ce sont les sources du Thil, et donc le site était présenté puisqu'il y a une politique de valorisation de la richesse biologique. On est dans l'agglomération, on est dans le périmètre de la communauté urbaine de Bordeaux. On a aussi parlé qu'il y avait des sources à l'extérieur, là on est encore dans le périmètre même. Donc une connaissance générale qu'il faut acquérir, et puis ne pas oublier que l'eau, si elle est une ressource, c'est aussi une contrainte. Hein. J'insiste sur ce côté-là en parlant des inondations. Hier, on a eu des images assez spectaculaires sur les inondations. La question ressources et contraintes a été bien présentée hier soir, donc je n'y reviens pas. Mais en tout cas, souvent, on oublie, parce qu'on veut tellement considérer dans la ville durable que l'eau est une nouvelle ressource, que les eaux pluviales deviennent une ressource, mais les eaux pluviales sont aussi une contrainte traditionnelle à ne pas oublier. Donc, l'analyse aux différentes échelles, de la parcelle au bassin versant, en passant par l'îlot, etc. Bon, donc on a chacun son propre vocabulaire, mais en tout cas, il faut généraliser le point de vue, mais sans aller trop loin non plus, parce que parfois on entend, et on est toujours très surpris, que si on fait attention et si on économise l'eau ici, donc j'ai mis en France ou au Canada, ça permettra d'économiser l'eau et d'avoir davantage d'eau en Afrique. Et là, on est sur un vrai problème qui correspond aux idées reçues, et sur l'eau, on a énormément d'idées reçues. Celle-ci est caricaturale. Mais puisqu'on nous dit tout le temps l'eau est un bien commun, l'eau c'est un patrimoine non seulement national de la France, du Québec, mais aussi de l'humanité, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Et donc, il y a bien des limites de bassin versant dont il faut avoir conscience. Et on ne peut pas rentrer dans une logique mondiale, hein, même si on a des associations qui militent beaucoup pour les questions d'eau au niveau mondial. Mais l'eau pèse très lourd et à déplacer. Donc, très souvent, on sort peu du bassin versant. Il y a des transferts interbassins, mais finalement, assez peu. On reste souvent à l'intérieur même de son bassin versant. Et enfin, le changement d'échelle doit aussi être un changement d'échelle temporelle. N'oublions pas que pour le développement durable, c'est aussi la prise en compte des générations futures. Et là, je constate en France, alors je ne sais pas ici, peut-être vous donnerez un avis différent, que souvent on oublie, on les mentionne comme des, alors certains disent des tiers absents, hein, comme des, pour eux on travaille, pour eux on fait attention, mais concrètement on n'arrive pas encore à être assez précis sur dans combien de temps, quelle génération, et donc on commence à mettre en place des études prospectives. Et là, je pense qu'il y a un vrai chantier qui est encore, à mon avis, sous-exploité. Là, on parle de chantier de recherche, hein, pour mettre en place une prospective un petit peu consolidée. Alors, les travaux conduits donc, à l'initiative du GIEC et sur le changement climatique, et ça a été évoqué par un des exposés précédents, vont dans ce sens-là, et c'est une très bonne chose, mais ça reste encore difficile, même pour nous chercheurs, je dirais, ça reste un sujet difficile à mettre en œuvre, et je pense que d'une manière générale, pour les aménageurs et pour le grand public, pour les acteurs en général, cela est très difficile, au-delà de l'invocation, hein, simplement des générations futures. Alors, ces fameux acteurs, comment faire en sorte qu'ils puissent mieux prendre en charge les questions d'eau en aménagement? Je pense que cela passe par la formation. Alors, je suis enseignante chargée de former un certain nombre
d'étudiants dans différentes formations. Et je me suis rendu compte que, alors je forme principalement les géographes en aménagement, et donc à titre personnel, je milite pour un décloisonnement des formations, mais on a essayé de mettre en œuvre une nouvelle filière. Et donc, je le dis juste parce qu'en géographie, on a une co-diplomation avec l'Université de Laval, donc on a des étudiants de chez nous qui seront au final, à la fin de la licence, aussi diplômés de chez vous, et certains de chez vous qui viendront chez nous. Donc on doit faire un effort pour mettre en place des formations qui se ressemblent un petit peu, et donc nous, on a une spécificité donc relativement récente en géographie. Donc on a créé une option AGAE, approche géographique, aménagement environnement, pour vraiment faire en sorte que dès la licence, les étudiants soient formés en aménagement et en environnement dans le même temps. Bon, on s'était rendu compte que souvent on se répétait, qu'on avait du mal à délimiter de plus en plus ce qui était du domaine de l'aménagement et du domaine de l'environnement. Donc on a sauté le pas et on a vraiment mis en forme cette formation aménagement-environnement. Et du coup, donc je milite aussi parce que je suis sollicitée par des paysagistes et par des urbanistes, par des architectes, pour aller apporter une petite dose d'eau dans leur formation. Mais je crois que ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas sur une intervention courte, c'est vraiment avec une formation pluridisciplinaire dès la base, en formation initiale. Mais pour ceux qui sont formés, j'ai aussi été appelée par des paysagistes pour une formation continue sur la question de la gestion des eaux pluviales. Je pense que c'est vraiment important, et d'une manière générale, je pense que les élus locaux, puisque ce sont eux en France qui ont quand même une grande place dans la gestion de l'eau, mais tous les autres acteurs, y compris les acteurs usagers dans des cadres représentés ou non représentés, ont besoin de cette formation pour qu'il y ait un même niveau de connaissance et pour que les acteurs en charge de l'aménagement puissent vraiment coopérer. Parce que c'est facile de dire on va faire de la concertation, mais s'il y en a qui n'ont pas les connaissances, qui ne sont pas à la hauteur des autres, donc du coup, ce déséquilibre-là doit être compensé. Mais je pense que le décloisonnement, il est aussi institutionnel et il faut arriver à le dépasser. On a eu une présentation d'un organigramme de la ville de Québec où on avait le développement durable qui chapeautait l'ensemble des services. Il se trouve qu'en France, le développement durable, c'est souvent rajouté en plus des autres services. Et il y a parfois des inerties, des incompréhensions, il y a un service de l'eau, donc on ne peut pas parler d'eau dans le développement durable, puisque le service du développement durable, c'est plutôt ce qui est la participation, la concertation, etc., mais pas l'eau, puisqu'il y a un service d'eau. Donc on se rend compte que dans certaines collectivités, on a du mal à dépasser ces habitudes, parce qu'elles ont ces organigrammes ont une histoire, et ces organigrammes, même si on les modifie, les personnes qui vivent dans les collectivités ont parfois du mal à les dépasser mentalement. Et je pense qu'il faut vraiment changer les mentalités pour arriver à prendre en compte toutes les dimensions du développement durable. Et souvent, ce qui est le plus facile à prendre, c'est la question environnementale. Mais on oublie la durabilité économique ou la durabilité sociale. Et là, ce sont vraiment là aussi, ce sont mes objets de recherche, mais je constate à quel point ce sont des sujets qui ne passent pas facilement chez les acteurs. Là aussi, au-delà de la simple incantation. On dit oui, toutes les dimensions du développement durable. Oui, mais concrètement, est-ce qu'on chiffre? Hier, on a eu au passage une petite évocation sur la récupération des eaux de pluie. On sait maintenant combien ça coûte, et donc il faut essayer de voir, comparer avec d'autres systèmes de récupération et de trouver des ressources alternatives. On peut faire des comparaisons, essayer de voir donc en termes de durabilité économique ce qui est le plus intéressant. Et puis la question sociale, bien sûr, c'est la ville pour tous, l'eau pour tous, et ça n'est pas qu'une incantation. Il faut essayer d'arriver à faire que tous les habitants, y compris, participent. Et là, c'est, je dirais, le vrai défi. Pour moi, c'est le plus difficile. Tout le monde dit qu'il faut changer la gouvernance. Donc moi, en tant que géographe, bien évidemment, je comprends tout à fait, et je suis tout à fait dans ce sens-là. On comprend qu'il faut mettre en place de nouvelles formes de gouvernance territoriale, donc où on prenne en compte réellement, de manière justement posée, les relations. Alors j'ai mis ville-campagne, c'est comme ça souvent qu'on le dit en France, mais en tout cas entre l'organisme urbain qui a besoin d'utiliser cette partie d'eau et puis le reste de son bassin versant. Les secteurs dans lesquels on va aller puiser l'eau, notamment pour l'eau potable. Mais les participants doivent être aussi les habitants, les usagers ordinaires, qui sont, parfois on les considère comme des experts de leur propre ville, et qui sont souvent considérés comme
comme représentés par les associations, et on l'a dit tout à l'heure, ça ne suffit pas. Il faut aussi trouver des formes, et alors là, c'est tout un chantier, il y a différentes... Alors, c'est riche, là je ne prends pas d'exemple, mais c'est riche de mille petites tentatives qui sont en train de se voir en France, en Europe, et je pense ici aussi, pour faire participer les habitants à la gouvernance de l'aménagement et de l'eau dans la ville. J'ai parlé des tiers absents, par exemple, c'est quand on met en place un nouveau projet d'aménagement, un écoquartier, on va parler des futurs habitants de l'écoquartier, mais ils ne sont pas là, donc on parle pour eux, en imaginant qu'ils seront comme ça et comme ci. Mais tant qu'ils ne sont pas là, ce sont quand même des tiers absents. Le dernier mot que j'ai employé, les enjeux orphelins, c'est, je crois, une chance, si on arrive à faire participer les habitants, d'arriver à énoncer des sujets qui ne sont pas pris en charge par les politiques publiques actuelles, par l'action publique telle qu'elle existe, mais sur lequel il faudrait insister un petit peu plus. Donc c'est un terme que Franck Scherer, qui est un collègue qui maintenant est à Montréal, sur lequel il travaille, et j'aime bien cette expression. Et arriver à énoncer ces nouveaux enjeux pour que l'action publique se tourne aussi vers ces questions-là, je pense que ça peut être le rôle des habitants. Alors en conclusion, je vous remets les éléments qui me paraissent importants, peut-être pour que vous y réfléchissiez, parce que je m'excuse, mais ce n'est que ma vision. Humblement, j'ai essayé de les trier, de réfléchir à tout ça, en essayant de voir comment faire un tout petit peu plus avancer, et je pense qu'il y a un travail à faire sur les modes de gouvernance, sur les mentalités, mais aussi forcer un petit peu les choses et faire en sorte qu'au-delà des incantations, on prenne en compte réellement les différentes dimensions du développement durable et qu'on arrive, et ça c'est un effort que chacun doit faire, à changer d'échelle, que ce soit des échelles spatiales et temporelles, pour arriver à prendre en compte le bassin versant et les différentes dimensions du développement durable pour l'aménagement urbain. Voilà, je vous remercie.